Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Parlons-en, l'émission qui permet de décrypter l'actualité. Les trois sujets dont on traitera aujourd'hui, c'est le mur de la honte. Je parle évidemment du mur qui a été construit entre la banlieue, le 93 et Paris, au sujet des consommateurs de crack. Le deuxième, la présidentielle 2020, la gauche est-elle face à une impasse? Et le dernier sujet, 50% de visas en moins pour le Maghreb, est-ce une bonne décision politique? Autour de la table, j'ai avec moi Cécile Dumas. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale Île-de-France et membre du Conseil national du Parti communiste français. Tout à fait. Bonsoir Nadia Cherif-Raghidi. Bonjour, bonsoir, Cherif Raghibi. Raghibi, alors il y a juste une faute de frappe, vous en pardonnerez. Vous êtes consultante commerciale et chroniqueuse radio. Oui, tout à fait. Bienvenue à vous deux. Et membre d'un think tank. Aussi, on peut le citer? Oui, c'est le collectif des chercheurs au sud du Maroc. Et en quoi ça consiste? Alors, travailler sur les sujets tels que la migration, l'économie, l'éducation et mettre en commun des synergies pour faire avancer justement les choses de part et d'autre du Maroc, d'Afrique et d'Europe. Très bien, on parlera de migration sur le troisième sujet. Vous aurez certainement beaucoup de choses à dire. Nous attendons Olivier Antor, qui est membre du Conseil national du Modem, qui a un petit peu de retard. On commence sur le premier sujet. Alors tout de suite la vidéo. C'est tout simplement le mur de la honte. C'est vraiment le mur de Berlin, comme on dit un petit peu, enfin le mur de Pantin maintenant. Comme ils ont fermé le passage, du coup, on ne peut pas passer de l'autre côté parce que comme il y a les toxicomènes qui sont là et qui sont très agressifs, on est obligé de réfléchir à des chemins ailleurs qu'on pourrait emprunter, sauf que les autres chemins sont d'autant aussi pires. Donc en fait, on est un petit peu bloqué comme des rats, on est vraiment fait comme des rats et on ne sait pas comment on va pouvoir gérer la situation, quoi. Comme vous voyez, un monsieur qui voulait prendre ce chemin-là, il peut pas, il va être obligé de contourner, faire le tour, monsieur. Je suis venu spécialement pour voir. C'est une honte. Jusqu'au bout, on nous pénalise. On ne protège pas les toxicomènes, et on ne protège pas et on nous condamne et on nous dit c'est pas grave, débrouillez-vous, faites avec ce que vous pouvez faire. Si le Grand Paris, aujourd'hui, c'est de faire des murs comme le mur de Berlin entre Pantin, Aubervilliers et Paris, ça sert à rien quand on n'est pas capable de construire des murs pour faire des centres fermés ou des villages thérapeutiques où on peut soigner les toxicomanes. Ça veut dire en fait que réellement, l'État a perdu, l'État est faible, l'État est dépassé par rapport à la crise internationale du crack. Nous, on n'a pas compris comment ça se fait que les riverains d'Aubervilliers-Pantin n'ont pas été concertés. On n'a pas compris pourquoi le déplacement des crackers s'est opéré de Paris, le pont Riquet, Jardin des Halles, etc., à la porte de la Villette, au pied des immeubles d'Aubervilliers. Les dealers, ouais. Ça leur empêcherait quoi? D'aller à Castorama, d'acheter un gros marteau, une grosse masse de pioche, de casser, de faire un trou, et que ça devienne un nouveau squat pour Toxico. Paris aujourd'hui est en train de devenir la place forte, la place principale, elle est la place principale du crack en Europe. On vit concrètement à Détroit-sur-Seine, sauf qu'on n'a pas Robocop. C'était le seul passage piéton, cycliste, vers Paris. C'est le seul endroit, c'est une seule artère en fait, c'est comme si on coupait une circulation humaine. Au lieu de favoriser l'amélioration de ce lieu, on le mure pour empêcher des gens qu'on a repoussés ici parce qu'ils sont malheureusement tombés dans la drogue. Sauf que quand ça tombe sur des gens qui sont malheureux et qui n'ont pas de moyens, ils ne peuvent pas être traités et aidés. Donc il faut véritablement qu'il y ait une politique de secours. De solutions. Et de solutions. Oui, secours, solutions. Oui, bien sûr. Oui. Mais là, c'est pas une politique, c'est une politique de déplacement. Et là, c'est vrai que pour les drogués, il y a un côté, on a le droit,
d'être anti-drogué, de faire un mur. Moi je comprends qu'on les veuille pas chez nous et je serais le premier à pas être heureux d'avoir des gens qui consomment du crack en bas de chez moi, c'est sûr. Alors qu'il faut bien que quelqu'un s'en occupe et si tout le monde érige des murs, c'est pas comme ça qu'on va leur trouver une solution. Vous pensez que c'est une façon de régler le problème de la toxicomanie? Non, pas du tout, parce que c'est cacher ce qu'on ne veut pas voir et ne pas aussi trouver de solutions. Les solutions, on peut en trouver, il y a d'autres pays qui les ont trouvées. Ensuite, évidemment que c'est facile à dire, mais derrière, il faut une action. Le Portugal a réagi avec des centres où ils ont pu, justement, parce que les toxicomanes, ce sont des personnes qui sont malades. Et il faut aider ces malades, c'est des citoyens qui sont malades. Mais vous pensez que la ville de Paris n'est pas en capacité justement de régler ces problèmes, enfin, de par la prévention? Elle est en capacité, sauf qu'ils ont d'autres sujets à gérer, je pense. Et que ça fait des années, j'ai habité le 18e, et justement, j'ai vu ces personnes habiter là et revenir. J'ai parlé avec certaines personnes, enfin certains toxicomanes, parce que j'étais pas loin, parce que j'habitais le 18e, et ils nous disaient, nous on est très bien ici, parce que on peut justement consommer, mais on peut aussi circuler à Paris. On ne veut pas aller loin et on a besoin d'aide. Donc, qu'est-ce qui se passe? On les entend, on ne fait rien, et puis c'est le mur de la honte, effectivement. C'est vraiment un monde entre Paris qu'on veut sauvegarder et la banlieue. Et je ne stigmatise pas forcément le 93, parce que, bon, ça suffit maintenant de dire que le 93 c'est la poubelle, mais tout de même, si le 93 a moins de moyens que Paris et doit quand même supporter ce type d'action, et de façon unilatérale, c'est juste... c'est pas cohérent, et puis c'est pas citoyen non plus. Cécile Dumas, on apporte encore de la difficulté à la difficulté pour un département, la Seine-Saint-Denis, qui souffre de handicap. On a envoyé toutes les personnes de faibles revenus là-bas. Vous avez raison, on apporte de la difficulté, mais surtout, c'est d'abord construire des murs de la honte de ce type-là, c'est purement scandaleux. Voilà. Alors, mur de la honte, ouais, c'est en rapport avec le mur qui a été construit entre les territoires occupés et oui, mais il y a des murs qui se construisent partout en Europe actuellement par rapport aux questions migratoires, par exemple. Donc je trouve que c'est une régression terrible à ce sujet-là. Mais je trouve que c'est l'échec de la politique sécuritaire de l'État au sujet de la drogue et des drogués. C'est un échec total. Donc à partir de là, vous le disiez tout à l'heure, le Portugal a trouvé des solutions. Au lieu de passer un drogué devant un tribunal et lui filer des amendes qu'il ne peut pas payer parce qu'il est malade et qu'il faut s'occuper de cette maladie. Mais la France est incapable de régler ce problème. Mais elle ne le veut pas. C'est une politique de santé publique. L'État doit y répondre. Voilà. Et donc, c'est pas se balancer le problème une fois à Paris, une fois à Seine-Saint-Denis, après ça sera un peu plus loin. Je veux dire, ça peut pas marcher comme ça. Le crack, on l'appelle la drogue du pauvre. Je veux dire, donc ça touche en effet particulièrement les quartiers difficiles, enfin les gens en grande difficulté, à faible revenu. Et donc, ce sont des gens qui sont malades, qui ont besoin de soins. Donc, c'est une drogue extrêmement addictive, donc il faut commencer apparemment de ce que j'ai lu, parce que je ne suis pas médecin ou quoi que ce soit, mais en tous les cas j'ai discuté avec des gens qui s'occupent de tout ça. Il faut des traitements de psychothérapie, parce que malheureusement il n'y a pas de médicaments qui peuvent compenser le manque. Il faut la volonté aussi de la personne pour s'en sortir. Bien sûr, donc il faut une volonté politique très forte pour arrêter et combler ce manque et cette maladie et ce manque psychologique que ces gens ont pour arriver à la destruction de leur être eux-mêmes, parce qu'ils se détruisent avant tout eux-mêmes. Et moi je trouve que votre reportage, les propos sont assez sensés, quoi. Le mur c'est scandaleux, ça empêche des déplacements, c'était la porte de Paris, c'était la porte pour aller sur Paris, mais c'est un problème d'État. Si c'est un problème de santé publique, c'est l'État qui doit y répondre. Mais et je sais que la maire de Paris a proposé des solutions, a proposé des endroits pour mettre pour soigner ces gens, des salles de shoot, mais pas simplement ça, des maisons de psychothérapie. Non, monsieur, vous êtes arrivé en retard, donc attendez, laissez-moi finir. Donc, salles de psychothérapie pour essayer de soigner ces personnes. Donc, à partir de là, il faut trouver ces lieux, pas à côté des écoles, on peut l'entendre, mais il faut qu'il y ait des gens autour de la table, la région, l'État, la ville de Paris, peut-être le département de Seine-Saint-Denis, parce que là, pour le coup, il est maintenant touché, et il faut trouver des solutions médicales pour répondre à ces gens et aux besoins de ces gens. Olivier Antor,
bienvenue à vous. Je dois d'abord présenter mes excuses. Non, non, aucun problème. Pour vous avoir fait attendre. Sur le sujet, attendu, on a déjà sur le sujet de la construction du mur, de ce fameux mur qui a été baptisé le mur de la honte, votre sentiment et votre ressenti? Alors déjà une précision de vocabulaire, je suis un peu pointilleux là-dessus, mais je voudrais juste qu'on appelle les salles par leur bon nom, qui est bien salles à consommation à faible risque. Puisque l'idée c'est pas d'autoriser les gens à se droguer, c'est juste faire le constat qu'il y a des lieux sur lesquels on a accumulé, et vous l'aviez très bien dit, on a accumulé des personnes qu'on a tout simplement rejetées, parce qu'en fait, on peut regarder que les populations qu'on trouve aujourd'hui sur cette zone ont été d'abord repoussées de la place Stalingrad, ensuite de la colline du Krak, et qu'enfin on arrive à les mettre sur cette zone-là. Et comme elle continue à poser problème, parce que, comme vous le disiez, on n'a absolument pas cherché à traiter le problème, on a juste cherché à repousser le symptôme, il est resté, et même il s'accumule, puisque on a des populations qui sont effectivement très fragilisées, qui se retrouvent finalement, au bout d'un moment, concentré à un endroit. Donc, les cèpes de consommation à moindre risque, on sait aujourd'hui, parce que tout ça ne vient pas, c'est pas quelque chose qui vient d'hier, c'est déjà dans les années 80, c'était l'exemple de Zurich, donc avec ce fameux parc dans lequel, au tout début, on accumulait de la même manière les drogués, et puis les services de secours passaient chaque matin ramasser les cadavres. C'est un peu cynique, mais c'est exactement ça qui se passait. Et la première salle de consommation à faible risque est arrivée justement dans cette réflexion-là. Sachant que on peut avoir, alors aujourd'hui, en termes de population, on sait qu'il faudrait avoir entre 1 à 2 salles pour, on va dire, 2 millions d'habitants, à la grosse. Aujourd'hui, sur Zurich, c'est 4 salles. Aujourd'hui, sur l'agglomération parisienne, 17 millions d'habitants, une salle qui fait encore polémique puisque les riverains essayent encore de s'en débarrasser. Olivier Antor, si vous permettez, et on entend bien que les gouvernements successifs se sont cassés le nez sur ce problème, et les maires de la ville de Paris également, que ce soit de Chirac jusqu'à aujourd'hui Anne Hidalgo, donc toutes les couleurs politiques y ont échoué. Mais aujourd'hui, cette volonté d'ériger un mur, c'est une première. La société n'en veut pas, il y a toujours quelqu'un, enfin on connaît tous des personnes qui sont affectées, qui ont des membres de leur famille qui ont malheureusement un toxicomane dans leur famille. Donc justement, détrompez-vous, ça touche beaucoup plus de gens, et justement ils sont tous unanimes à dire on ne nous aide pas assez, il n'y a pas assez de protocoles et d'aide, parce que pour que la personne soit suivie, il faut qu'elle soit volontaire. Ah oui, oui. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. On retourne sur l'exemple suisse, qui est encore une fois l'avantage de l'antériorité, sur lequel effectivement un des piliers est effectivement l'aide. Ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire que dans toutes les familles, et il y en a partout, oui, que ce soit, et là on peut parler de tout type d'addiction. L'addiction classique en France, et celle qui fait le plus de morts aujourd'hui, ça reste encore l'alcool, nonobstant. Mais après, je vous entends très bien lorsque vous me dites que dans toutes les familles, effectivement, on a tous des drogués. Dans ma famille, comme dans les autres. Donc je vois très bien de ce dont vous parlez, et il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qui est par contre très vrai, et c'est là où ce que vous disiez sur la manière dont ces populations sont considérées, c'est que on ne traite pas de la même manière quelqu'un qui a une addiction à l'alcool ou héroïne et cocaïne dans le 16e arrondissement que quelqu'un qui, parce qu'il est précarisé, parce qu'il n'a pas les moyens économiques, va aller prendre un sous-produit de la cocaïne, le crack, pour satisfaire à ses addictions. On ne les traite pas de la même manière, on ne les considère pas de la même manière, et lorsque vous parlez de mur de la honte, c'est ni plus ni moins que la politique de containment qui a toujours été menée en France face à des problèmes de population. C'est bien ce que je disais, c'est un échec de la politique sécuritaire, de la façon dont la France voit les drogués. On prend quelqu'un avec de la drogue, en train de consommer de la drogue, on le passe devant un tribunal, il y a une amende ou quoi que ce soit, enfin c'est un flic qui... Voilà. Oui. Au Portugal, il passe devant une commission de dissuasion de la toxicomanie. Déjà, on ne le traite pas de la même manière. Donc je pense que le gouvernement doit réorienter sa politique face à la drogue. Au-delà de faire des coups dans les cités pour attraper les
les dealers, quoi. On peut faire des coups de médias, mais il faut aller en profondeur sur ceux qui sont touchés par la toxicomanie. Ils ont besoin d'aide et pour des problèmes médicaux et psychothérapie certainement. Je veux dire, et c'est ça que la France a raté, et c'est un échec notoire, ce mur, de la façon dont il considère la population des toxicomanes. Alors moi, il faut réorienter. J'ai juste un exemple. Dans les cités, dans les années 80-90, du 93... C'était l'héroïne. C'était l'héroïne, oui, mais qui aidait? C'était les grands frères, à travers des associations et des agents de sécurité ou la police de proximité qui trouvaient justement un réajustement avec les différents corps d'État pour qu'on puisse trouver une solution adaptée aux situations. Et donc, la famille, la police de proximité, les associations, les grands frères qui avaient plus ou moins la même culture. Exactement. Donc il y avait un travail commun de part et d'autre. Aujourd'hui, il y a un démantèlement de ce travail. Ça veut dire que le tissu associatif réussit là où les gouvernements successifs échouent. Parce qu'il y a une question de confiance. Et aussi parce que c'était des réponses locales. Tout à fait. Et on est toujours dans cette problématique-là au niveau de la drogue. C'est-à-dire que, et là je parle même de toutes les addictions, on est toujours sur un traitement hyper localisé du problème. Et lorsqu'on veut commencer à mettre en place des solutions novatrices, comme les salles à moindre risque, etc., on se retrouve face à un problème d'acceptabilité sociale. Parce que le drogué, c'est forcément l'étranger, clairement, dans la tête de l'autre. Et c'est pas un hasard si, quand vous regardez les films de zombies, ça va vous paraître extraordinaire, mais en fait, ce qui est sous-jacent derrière, c'est le zombie, c'est en fait le drogué d'aujourd'hui. C'est cette manière-là quand on perçoit. C'est la personne dangereuse qui fait des actes qui sont incompréhensibles, et qui concrètement mettent la société en danger. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les témoignages que j'ai pu voir sur ce mur, c'est ces mères de famille, ces femmes qui disent « mais moi, à partir de maintenant, dans cet endroit-là, avec le mur que vous avez mis, je ne peux plus sortir le soir, je ne suis plus en sécurité avec mes enfants. » Parce que l'autre, finalement, n'est plus un être humain, mais a été ramené finalement à un état de bête ou de barbare. Ce que je voulais dire, et c'est pour ça que j'entends ce que vous dites sur la manière dont les gouvernements ont traité les choses, mais un gouvernement, au global, il n'a qu'une seule, on va dire, un de ses objectifs principaux, ça va être de perdurer et d'être réélu. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre cette politique répressive de telle manière qu'il arrive par rapport à des personnes qui justement sont dans le rejet des populations affaiblies de cette manière-là, en leur disant... Regardez comment je les traite, vous voyez, avec moi vous êtes en sécurité. Non, mais le mur de la honte. Et on est là face à l'échec total. Et la rupture de l'hébergement inaliénable, normalement, toute personne doit être hébergée en France. La loi Dallot, entre autres. Oui, entre autres. Mais concrètement, je ne suis pas en train de vous dire que tout se passe bien. Mais par contre, si on veut reprendre les choses dans l'ordre, le gouvernement seul n'est pas la seule cible. Il faut aussi expliquer de manière concrète. Si on considère que c'est une œuvre de santé, c'est un problème de santé publique, si, c'est la cible. La politique de la santé, elle est nationale. Donc si on considère que c'est... On pourrait dire beaucoup de choses sur la politique de la santé. Et, donc si on considère, et moi je le considère que c'est une politique de santé publique, donc le gouvernement est responsable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les moyens de financer les associations, de permettre la proximité. Enfin, c'est pas quand même, c'est des gouvernements qui ont supprimé les policiers de proximité dont Madame parlait. C'est pas des... Nicolas Sarkozy pour le citer. Voilà, je veux dire, j'ai oublié son nom parce que maintenant il y a prescription quand même, on n'en parle plus de ce monsieur qui a été condamné hier quand même, donc on va le laisser à sa condamnation. Donc, mais à partir de là, je veux dire, il y a des choses et des trucs à diriger de l'État. C'est la preuve que la politique sécuritaire ne fonctionne pas. Il y a sur plein de sujets, il y a des politiques qui font la preuve que ça ne fonctionne pas. Donc si le gouvernement réoriente pas sa vision de la toxicomanie, eh ben, ça échouera de nouveau parce qu'ils passeront ailleurs au-delà du mur et on arrive à des situations comme ça où en France, soi-disant pays des droits de l'homme, on construit des murs comme ça pour empêcher des passages. Enfin, bonjour l'image, c'est un geste effroyable. Enfin, avoir le nom de la personne ou du service qui a décidé de ce mur de la honte. C'est la préfecture de police. C'est la préfecture de police. Monsieur Lallemand. Vous avez Monsieur Lallemand et qui a été là-dessus couvert, enfin couvert en tout cas appuyé par le préfet d'Île-de-France. Merci.
Parce que je ne pensais pas qu'on pouvait, à ce degré de capacité et d'engagement et de responsabilité, prendre ce type de décision. Alors, je vous invite à lire les décisions absurdes de Christian Fournier, c'est toujours très éducatif. Couvert par le préfet, donc couvert par l'État, hein, parce que le préfet est l'homme de l'État. Ah, clairement, oui. L'organe déconcentré de l'État. Voilà. Mais maintenant, pour moi, je reste toujours persuadé que si effectivement on avait eu le même problème à l'intérieur de Paris, on se serait contenté de faire ce qui a été fait d'ailleurs, puisque là je ne parle pas sur de l'hypothétique, sur ce qui a vraiment été fait, c'est-à-dire sur repousser le problème un peu plus loin. Là on a réussi à le repousser en dehors de l'autre côté du périphérique, donc maintenant c'est là où le mur arrive. J'habitais dans le 18e et justement de la porte de la Chapelle à la porte de Clignancourt pendant des années, c'était catastrophique. Voilà. Et là le 19e, et j'ai rencontré Monsieur Tarek Sassi avec lequel j'ai fait des chroniques, et il est très engagé, il le voit, il l'aide, il est pour l'humanisation de ces personnes, mais aussi pour la paix sociale du quartier, parce que le 19e, c'est un beau quartier. Aujourd'hui, le 19e, 20e, ça va être à nouveau la poubelle de Paris, et ce n'est pas l'objectif. Ça sera le dernier mot pour ce sujet. Nous passons au sujet suivant. L'élection présidentielle 2020, primaire, 2022, pardon, primaire, fusion, alliance. La gauche est-elle face à une impasse? Le billet d'humeur de Charline. Hier, Emmanuel Macron a annoncé que les consultations chez le psy seraient remboursées sur prescription dès l'an prochain. Voici le témoignage d'une patiente qui salue la décision. Oui, c'est formidable parce que moi, ça fait 30 ans que ça me coûte bonbon le psy et... Pardon, je ne me suis pas présentée. Bonjour, je suis la gauche. Oui, la gauche. Domi, calme-toi, c'est un personnage. Bon, la gauche. Et je consulte énormément parce que j'ai un très gros problème d'identité. Vous me direz, ça tombe bien, l'identité, c'est le thème au centre de la campagne présidentielle. En vérité, ça ne m'aide pas beaucoup. Comment savoir qui vous êtes quand déjà on vous traite tous les jours de gauche plurielle ? Hier, je lisais ce titre du Huffington Post. Les Français veulent une gauche unie, mais ils ne savent pas derrière qui. Ah mon Thomas, mais regardez Thomas Legrand, il va pas bien non plus. Trop de candidats à gauche, ça rentre plus dans une chronique. On est en septembre, il est déjà fatigué. J'en ai une par jour. Ah oui. Après l'identité, c'est pas mon seul problème. Hein. Je consulte aussi pour travailler sur ma principale phobie, le retour de Manuel Valls. Mais soit, si je dois faire un état des lieux de moi-même pour 2022, bon, il paraît que la victoire de Jadot lance la compétition à gauche. Waouh, ça décoiffe. Yannick Jadot qui déclare « Cette fois-ci, on y va pour gagner ». Ok, donc mon Yannick vient de découvrir le but d'une élection. Alors moi, quand on me demande si je connais Jadot, comme je suis la gauche, bon, j'évite de répondre. Après, vu que j'écoute tous les matins les invités politiques du 7-9, pour ce qui est de ne pas répondre aux questions, je suis bien formée. Ensuite, depuis qu'Anne Hidalgo s'est déclarée candidate il y a 2 semaines, on n'a plus de son, plus d'image. Elle aurait été aperçue en train de passer un CAP maçonnerie porte de la Villette. La seule qui se démarque vraiment par son programme, c'est Ségolène Royal. Oui, elle a un programme. Emmerder le Parti Socialiste. Royal, elle se fait tellement confiance qu'elle pense qu'on a besoin d'elle pour que le PS se vautre. Mais pas du tout. 2017, ils se sont débrouillés comme des grands. Vous voyez bien, moi, je ne peux pas grandir. On dit que c'est important pour un enfant d'avoir un parent 1, un parent 2. Moi, j'ai aussi un parent 3, un parent 4, un parent 5, 6. Résultat, vous savez depuis combien de temps j'ai pas gagné, moi? Ça fait plus de 30 ans. Pardon, c'est vrai, il y a eu Hollande. Oh là là, je l'oublie toujours celui-là, pardon. Non, je vous dis, je perds la boule. Hein. Vous savez, Jacques Brel chantait « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?» Maintenant, on a la réponse. Hein. C'est pour qu'il assiste surtout pas à tout ça. Merci Charline. Votre invité à 17h. Alors Cécile Dumas, la gauche est réconciliable? J'aime beaucoup cet humoriste. C'est évidemment caricaturaux, c'est tous ses propos, mais il est clair qu'on ne peut pas... Enfin, moi, je fais partie de celles qui auraient aimé rassembler la gauche au présidentiel. Force est de constater que c'est pour l'instant pas possible. D'abord, il faudrait redéfinir ce qu'est la gauche. Je pense qu'on est en grande difficulté sur ce sujet-là et qu'on est en difficulté pour montrer qu'une société de gauche, elle peut redonner de l'espoir et aller vers de nouveaux droits. Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est qu'on est à peu près dans une campagne à ras des pâquerettes, où on se laisse, on a l'impression que la droite et l'extrême droite voudraient nous confisquer le débat, voudraient en tous les cas l'asphyxier par des thèmes qui ne sont pas les préoccupations de la plupart des Français, et que la gauche n'arrive pas à relever le débat, et la gauche, qu'elle soit plurielle ou différente.
à son propre candidat. Oui, ben oui, c'est pour ça que, vous voyez, j'étais même pas d'accord avec cette candidature, mais je la constate. Moi, si on doit avoir un rôle dans cette campagne des présidentielles, le Parti communiste, eh bien, osons l'utopie, osons une nouvelle société, osons aller très haut dans le changement politique dont la France a besoin et dont le monde a besoin. Moi, je vois des droits des peuples partout dans le monde qui sont en train de se diminuer, je vois les inégalités exploser, donc je vois quand même la paix en grande difficulté, je vois une politique d'armement qui continue à s'accroître, et on ne va pas citer l'exemple des sous-marins australiens, mais cependant c'est quand même pour moi le danger de ces politiques d'armement. Donc il y a des tas de sujets qu'il faut être capable de mener à un très haut niveau, parce que je pense que le climat brûle, le monde brûle. Il y a des tas de sujets qui nous imposent une autre mondialisation avec une autre société. Donc s'il y a un candidat communiste qui peut être utile, portons cette campagne à ce niveau-là. Et non pas par des petites mesurettes et à se tirer la bourre pour savoir qui est le plus à gauche de ceux d'à gauche. Donc voilà, moi je défends cette position-là. Après, je rappelle quand même aussi à tous ceux... D'abord, la droite est aussi divisée. Parce que ça, ils me font rigoler, on nous parle beaucoup de division, mais on n'est pas les seuls, je le regrette, c'est pas un concours de division, mais il y a aussi ce présidentialisme qui est installé maintenant avec l'inversement des calendriers fait par M. Jospin, donc il n'était pas de droite. La présidentielle et ensuite la législative. Et les législatives qui met en danger la vie démocratique de la France. Et qui fait que les législatives sont une photocopie de la présidentielle et qu'on cherche à simplement donner une majorité au président. Et on voit bien... Et donner une majorité, c'est un danger pour la République? C'est pas un danger pour la République. Une majorité au président. C'est un danger quand on est présidentialisé à fond, comme l'est cette 5e République, et comme l'a martelé Emmanuel Macron, et a fait d'une Assemblée nationale qui est un godillot du président, et qui n'est plus... On l'a vu pendant la crise du Covid, où des décisions quand même notoires ont été prises sans jamais de débat. Il y a des sujets internationaux qui ne sont jamais débattus. Dumas, on est dans un système bicaméral. Oui. On a le Sénat et l'Assemblée nationale. Le Sénat est à droite. Oui. D'un autre côté, en ce moment, c'est le Sénat qui remet des fois la loi dans la loi. Donc c'est quand même, il joue le rôle parfois du Conseil constitutionnel. C'est quand même assez hallucinant. Au début, le Sénat, c'était pour quand même avoir un lien territorial, donc et représenter les petites communes dans l'État qui était parfois un peu trop parigo-parisien, je ne sais pas comment on peut dire, en tous les cas un peu trop concentré. Donc moi, je constate l'éclatement de la gauche comme vous, je ne le vis pas très bien non plus, mais par contre, je rappelle aussi qu'il n'y a pas que les présidentielles. Ceux qui font la loi, ce sont les députés. Donc j'incite les citoyens à s'engager auprès des gens qui vont être candidats aux législatives, dans des collectifs citoyens, pour participer à qu'est-ce que ça peut être qu'un pacte législatif de gauche, et est-ce qu'on ne peut pas faire là une meilleure majorité au Parlement plutôt que se battre au présidentiel. Olivier Antor, l'homme providentiel de gauche n'existe pas ou n'existe plus? Il n'a jamais existé, je crois. Alors je vais être un peu dur, mais je suis toujours pas persuadé que François Mitterrand était de gauche. Donc, mais je suis prêt à en débattre si ça devient un jour historiquement, il était ministre de droite à l'époque, avant 60. Ah bah, il a même été à Vichy, aux anciens combattants, de mémoire, secrétaire d'État, certes, mais... Il avait l'avantage d'avoir quelques ministres de gauche qui ont fait beaucoup de choses pour la fonction publique territoriale, que Macron est en train d'achever, et aussi conserver des droits sociaux et des 35 heures, une loi des 35 heures qui date de là. Vous allez parler de l'héritage de Fitterman. Il avait l'avantage d'avoir des ministres de gauche. Oui, il avait des ministres de gauche, il a été porté par une majorité de gauche, et là-dessus, je ne vais pas contester ce qui est factuel. Je crois d'ailleurs qu'il avait quelques ministres communistes dans ses premiers gouvernements. De Gaulle avait été ministre. Et lui aussi, mais c'était un peu quand même, parce que c'était le parti des fusillés à l'époque. Le parti communiste, même s'il avait mis un peu tard à entrer dans la résistance, n'avait pas fait semblant, il avait laissé quelques plumes. Beaucoup plus sérieusement, la gauche, telle que je peux la connaître, n'étant pas de gauche, est un parti qui, enfin, en tout cas une famille de pensée qui n'a jamais aimé les hommes providentiels. Même Marx, qui est, paraît-il, pour certains s'imagine que c'est la figure tutélaire de la gauche, était très contesté par Proudhon. Jaurès s'est retrouvé aussi très isolé, d'ailleurs, c'était peut-être à la fin le dernier pacifiste de France. C'est peut-être pour ça qu'il a été abattu. Donc on peut se dire que la gauche
préfèrent les idées aux hommes présidentiels. Et d'ailleurs, lorsque vous êtes intervenu, je pense que ça se voit très nettement que ce qui porte la gauche a toujours été l'idée de construire un monde à partir d'idées et de faire ensuite que les hommes adhèrent à ces idées et ensuite fassent bouger les choses. Et c'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans la première partie du pouvoir de François Mitterrand. Ça s'est un peu gâté sur la suite. Et ça, je pense que on sera assez d'accord là-dessus. Pour le coup, oui. Voilà. Maintenant, l'héritage Mitterrand, c'était le premier à avoir compris que quand vous jouez au poker, il ne faut pas le faire avec les règles de la belote. Donc, quand vous êtes dans la Ve République, il vous faut un président et il vous faut un présidentiable. On ne peut pas dire que le présidentialisme déjà existe en France pour une raison très simple, c'est que toute décision du président est hyper contrôlée. Vous avez un contrôle constitutionnel qui existe, vous l'avez signalé, le Sénat fait aussi son boulot. Pour ce qui est de l'Assemblée Godillot, je sais que c'est une phrase qui fait très plaisir à sortir dans un débat. Moi, je remarque juste qu'il y a un certain nombre de députés qui ont claqué la porte du groupe majoritaire et qui sont toujours au Parlement et qui peuvent toujours faire entendre leur voix. Donc, par contre, et là je vais sans doute vous faire plaisir, c'est qu'il est totalement anormal que certaines forces politiques, même l'extrême droite, désolé, représentent un certain pourcentage à une élection présidentielle et que... Vous êtes pour la proportionnelle, Olivier. Clairement, enfin, je suis au MoDem, on a toujours pensé qu'il était anormal qu'on ait... Le Parti communiste français l'a aussi défendu par le passé. On continue à le défendre. D'accord. On est sur la proportionnelle, mais dans une 6e République, avec des fonctionnements différents entre présidentiels. Mais parlons de ce qui vous rapproche, vous êtes tous les deux d'accord sur la proportionnelle. Pour une proportionnelle. On n'aura pas Nadia, je vous poserai la question tout à l'heure. Mais après, et je suis aussi d'accord, la droite n'est pas plus unie que la gauche. Hein. La seule différence, c'est qu'effectivement, eux ont un problème qu'aujourd'hui n'a pas la gauche. C'est une forme extrémiste et conservatrice qui, globalement, fait qu'on serre les rangs contre l'ennemi. Tous se revendiquent hommes ou femmes providentiels, à droite, à défaut de la gauche. On va dire que c'est un peu la logorée de la Ve République. Effectivement, tout le monde se prend pour un général, à la retraite et à titre provisoire. Oui, mais il y a un réel champ de bataille. Hein. Là, c'est l'hécatombe depuis plusieurs années. Nadia Cherif-Raghibie, justement, par rapport à tout ça, on le voit bien aujourd'hui, Yannick Jadot qui était candidat à la candidature, pour le coup est devenu candidat officiel, mais qu'avec 51%, très mal élu, ça commence mal. Pour les Verts. Oui, ça commence mal pour les Verts, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, moi je serais un petit peu plus terre à terre que vous deux, parce que je pense que vous êtes bien expérimentés, et puis surtout vous êtes bien ancrés dans Alors vous l'êtes aussi, hein, j'ai eu l'occasion de vous écouter. Je le suis aussi, mais moi j'entends plus la population à travers, je dis pas que vous ne le faites pas, hein, à travers les associations, les personnes, et notamment pendant le Covid, et justement pendant les dernières élections où il y a eu un taux d'absentéisme inouï. Mais quand on parle avec nos concitoyens, ils nous disent tous, c'est très bien, mais qu'est-ce que ces politiques essayent de capter? Ils essayent de capter une population CSP++, ou une population de rentiers, ou une population justement de chefs d'entreprise, etc. Nous, on est entre deux, on a du mal, on ne comprend rien au débat. Et pourquoi on ne comprend rien au débat? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'appétence, hein, ou qu'ils ne sont pas cortiqués, bien au contraire. Dis-nous, dans notre quotidien, depuis 30 ans, ça ne change rien. Alors voter droite-gauche, autant ne pas voter du tout. Et là, pour moi, on a atteint la limite, c'est devenu le no man's land, où on se dit, on habite là, qu'est-ce qui est important? C'est justement d'avoir de quoi manger, se nourrir, que nos enfants puissent avoir accès à l'école et accès aux soins, et travailler avec les associations, parce que eux, au moins, ne nous lâchent pas. Et je trouve ça mais douloureux, douloureux. Ça veut dire que le vivre ensemble, pour certains, est mis totalement de côté. Et on en arrive aux basiques et aux besoins primaires, alors qu'on est une nation. Moi, je m'évertue
à continuer, à prendre mon bâton de pèlerin et aller dire c'est important d'aller voter, allez vous inscrire à la mairie sur les listes électorales, c'est votre seule arme pour pouvoir justement faire quoi que ce soit. Vous êtes censé aussi, parce que faut pas non plus infantiliser les gens, j'estime qu'à nous aussi de prendre nos responsabilités, parce que Dieu n'est pas un arrosoir, mais l'État non plus n'est pas un arrosoir, donc il faut faire le nécessaire. Et nous aussi, en tant que citoyens, il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Ce Covid nous a montré les limites de certains et aussi la pauvreté qui s'étale de plus en plus. J'ai travaillé en tant que bénévole avec le collectif et l'association Assez le Feu à remettre des denrées sur Clichy-sous-Bois, à remettre tout à fait avec Mohamed Meshmash qui fait un travail extraordinaire avec beaucoup de bénévoles qui ont donné de leur temps. Alors, on a aidé des citoyens. D'ailleurs, on a vu la photo dans Le Monde qui est passée avec une queue énorme. Mais il y avait justement les citoyens, mais il y avait les étudiants aussi. Et des étudiants qui représentent la France de demain et qui, eux aussi, sont censés pouvoir voter plus tard et disent non, nous, ça n'impacte pas notre quotidien. C'est pour ça que moi, j'aimerais, et je resitue le débat s'il est possible, c'est concrètement, ça va être bis repetita, ça va être le Père Noël arrive, le 25 décembre, c'est bientôt. Je fais la référence aux élections de 2022. Bon, bah, on a vu récemment qu'il y a eu énormément de promesses données et puis le budget s'est élargi, on va dire. Et il y a eu des largesses. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il faudrait justement aujourd'hui changer de paradigme et dire, voilà, les élections, c'est ça, on est d'accord, c'est très mal passé. Effectivement, il y a un manque de confiance, de transparence, et aujourd'hui, ça va se manifester par un absentéisme record. Donc, le premier parti de France, hein, l'absentéisme. Voilà, tout à fait. Donc faisons quelque chose. Moi, j'en suis arrivée à dire aux gens, et c'est grave, allez voter, et si vous êtes dans des structures où vous avez madame, monsieur, les enfants, faisons des réunions ou allons dans les écoles, dans les immeubles, allons voir les gens pour leur dire que c'est important. Aujourd'hui, c'est pas important. Mais Cécile Dumas, justement, sur ce point, et je vous laisserai développer, cette volonté justement de rassembler les gens autour d'un projet, c'est des choses qui se perdent. Aujourd'hui, on est dans la société de la méfiance, avec des identitaires que l'on voit un peu plus visibles, qui passent dans diverses chaînes de télé, et vous savez à qui je pense. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas justement dans un durcissement? On est dans un durcissement. Je disais qu'il y avait la droite et l'extrême droite qui voulaient nous confisquer le débat, je crois que c'est ça. Moi, je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire, nous aussi, on a fait des collectes, on continue des collectes de nourriture pour les étudiants. On fait ça, ce qu'on appelle la solidarité concrète. Vous savez très bien qu'on participe, Parti communiste aussi, aux journées des vacances, aux journées à la mer et tout. C'est notre entité de communistes de participer à cette solidarité concrète qui, pour moi, sont des faits politiques essentiels et qui sont essentiels dans le vivre ensemble. Parce qu'en effet, on a perdu dans ce vivre ensemble. Parce que vous citez des associations qui fonctionnent bien, mais le tissu associatif a beaucoup changé aussi, parce qu'il est aussi très professionnalisé. Et donc, ce n'est plus le tissu des associations de 1901 qui a pu exister il y a quelque temps, mais qui joue un rôle social fondamental. Et l'abstention, ça doit être, enfin, les abstentionnistes, ça doit être notre sujet essentiel à nous qui faisons de la politique. Et moi, je suis de celle, je fais pas de la politique dans un bureau, c'est souvent le sujet de mes cernes sous les yeux, parce que je vais dans les quartiers pour discuter. Et pourquoi, en effet, ces gens ne votent pas? On ne peut pas me dire non plus, c'est parce qu'il n'y a pas d'offre politique. Il n'y a jamais eu autant de candidats, on en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a une offre politique, mais on n'arrive pas à la faire connaître. C'est quoi? C'est le rejet d'une classe politique? Il y a le rejet, sans aucun doute. Ça en fait partie. Mais la Emmanuel Macron ne devait pas incarner justement ce renouvellement du paysage politique. En tout cas, est-ce que c'était pas un souhait du citoyen? Il a fait l'homme hautain. Non, mais je parle il y a 5 ans avant qu'il ait été président. Est-ce qu'il n'y avait pas justement une volonté de retourner à la table et avoir des gens qui... Il y a eu cette volonté de dégagisme de l'homme qui n'était pas connu, qui était simplement ministre des Finances et qui nous avait déjà assassinés sous Hollande, et qui a eu donc ce créneau de nouveauté du gendre idéal. Je veux dire, mais bon, c'est bon, on a vu ce que ça donnait. Donc la colère dans la population, elle est importante. Et cette défiance en la politique la promesse qui n'est pas tenue, il faut y répondre à ça.
C'est pas des promesses, la politique. Ça peut être une utopie. Oui, mais ce depuis sont pas... 30 ans, c'est une promesse. Mais je suis d'accord, mais moi, je suis de celle qui veut faire de la politique. Il y a des choses à dire sur le temps court, mais il y a aussi des choses à dire sur le temps long. Et les débats politiques en ce moment ne sont plus raisonnables. Elles ne sont que des promesses. Et la raison, de temps en temps, elle peut permettre le temps court, le temps moyen, et l'utopie est encore une politique. Et je pense que ça, on ne fait plus rêver. Des choix de société, la politique, elle doit faire société. Donc elle doit pouvoir faire rêver les citoyens, donner l'exemple. Alors ça, je suis d'accord. Hein, je veux dire, moi, si la politique m'avait enrichi, je crois que je serais restée prof parce que je gagnais mieux ma vie en étant prof. Ça n'est plus l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, la politique. Ça n'est plus l'art de rendre possible ce qui est nécessaire, la politique. Si, bien sûr, ça en Une phrase de Jacques Chirac à l'époque. Mais mais Jacques Chirac, il a dit des phrases des fois qui étaient vraies, mais qu'il n'a pas forcément appliquées. Donc je pense que la pression sociale. Voilà. Donc ça en fait partie, mais c'est à mon avis un enjeu crucial des prochaines élections, qu'elles soient présidentielle ou législative, et que ce présidentialisme de l'homme providentiel dont on a parlé casse tout ce vœu, en tous les cas, de proximité. Et malheureusement, c'est l'élection où il y a le plus de votants. Donc il y a beaucoup de contradictions dans tout ça, et je pense que ça passera forcément par aller discuter petit à petit avec tout le monde, revenir à l'éducation populaire pour rendre compte que la citoyenneté soit samedi. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ah oui, Olivier Antor, je vous laisse réagir et j'aurai une question pour vous. Ah, mon Dieu. Au global, je voudrais plusieurs remarques quand même. Effectivement, la solidarité concrète, je l'ai vu aussi à travers les associations qu'on a montées pendant le confinement en urgence, parce qu'on s'est retrouvés tout d'un coup avec Mais ça a marché, mais de tous bords, et c'est ça qui est beau. Et ce que j'ai remarqué surtout, c'est que pendant le confinement, on avait d'habitude les associations, telles que je pouvais les connaître avec le Secours catholique, etc., c'était essentiellement des retraités qui étaient là. Et lorsqu'on a monté des associations en urgence, en faisant des appels aux bénévoles, des appels aux dons, etc., ce qui m'a énormément étonné, on était à un moment 80 bénévoles, que des jeunes, que des gens de moins de 30 ans. Donc je faisais partie des plus vieux quand on a structuré toutes les distributions sur ma ville. Mais globalement, ça veut dire que lorsqu'on est sur du projet, lorsqu'on est sur concret, lorsqu'on est sur un choix clair, les gens sont là, les gens s'engagent. Ce qui veut dire qu'au moment des élections, on n'est pas sur des choix clairs. Et lorsqu'on parle justement de 2017, ce qui a fait 2017, c'est pas le genre idéal. Ce qui a fait 2017, c'est que quelqu'un a dit, s'est dressé et a dit « il faut remettre la France en marche ». Qu'il ait eu raison ou non, c'est là-dessus. Ouais. C'était son slogan, mais c'est ça qui a déclenché une adhésion. Une adhésion qui était quand même assez rare. On a vu côte à côte des gens qui étaient des LR pur sucre avec des gens qui étaient très à gauche. Très à gauche, vous êtes bien sûr, on n'a pas la même définition, c'est là. Alors, ce parti de socialiste n'est plus à gauche, je vous laisse cette affirmation, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit ça. Il y avait une bonne, tout autour, et ça, je peux même les Par citer. exemple, la politique de Hollande n'était pas forcément une politique de gauche. Peut-être, mais il y avait énormément de cadres de ceux romantiques de gauche. Moi, j'ai envie de dire que beaucoup de présidents ont eu une politique à l'opposé de leur parti. De leurs aspirations. Et maintenant, on va arriver sur un certain nombre de choses. Moi, ce que je remarque aussi à partir de ce moment-là, c'est qu'à chaque fois, pour chaque élection, on nous a promis, là ce coup-ci, vous allez comprendre, le peuple français va se réveiller, etc. Et à chaque élection, si je laisse de côté les élections locales, qui sont assez particulières, je pourrais y revenir, mais sur les élections nationales, ben non, désolé, En Marche est passé. Et les partis de gauche qui, justement, eux, ont plutôt eu tendance à régresser. On va faire semblant d'oublier et de ne pas voir ce que, quand même, fait la politique de En Marche, en essayant de se trouver simplement comme opposant l'extrême droite. Et c'est pas eux qui essayent d'asphyxier le débat. J'ai pas souvenir que le PC soit des fans de l'extrême droite. Non, mais donc, je suis en train de dire je que... me rappelle même d'un leader LFI qui était allé défier sur ses terres Madame Le Pen. Je suis en train de dire que M. Macron est en train de se choisir son adversaire et ne veut plus débattre de choix de société, justement, droite-gauche. Parce qu'il choisit son adversaire pour mieux gagner les prochaines présidentielles. Ça n'empêche pas une chose très claire, c'est que lors des élections... Il fait partie de ceux qui nous confisquent le débat. Peut-être, mais il y a aussi une chose, c'est qu'il y a plus... La gauche n'est plus audible là-dessus. Les électeurs n'écoutent plus la gauche. Moi, je préfère dire la politique n'est plus audible. Très bien. Je suis même prêt à prendre cette partie-là.
Et donc, lorsqu'on regarde des élections nationales, et je laisse les élections à implantation locale, lorsqu'on regarde les élections nationales... C'est pire. Les implantations locales, ça a été 80% dans nos quartiers d'abstention, donc ça a été pire. Alors que vous êtes sur des élus à portée d'engueulade, et tout d'un coup, les gens n'y croient pas. Moi, ça me ferait réfléchir. Et donc, dire que tout vient d'un homme providentiel qui serait pas de la bonne couleur politique, même s'il en venait, c'est quand même un peu gênant, je trouve. Il a vendu du rêve. Alors, la question que je voulais vous poser, Olivier Antor, et ensuite on passera au sujet suivant, si vous le voulez bien. Ce week-end a eu lieu l'université de rentrée du MoDem. Vous êtes membre du Conseil national, et le Conseil national a voté le rassemblement dans la maison commune, c'est le terme qui avait été employé. Si vous me permettez, on a donné mandat à notre exécutif de négocier pour un rapprochement avec les partis qui, on va dire, partagent avec nous un ethos centriste. Donc concrètement, c'est en marche. On n'a pas fermé non plus la porte. Je tiens à préciser... Territoire de progrès aussi. Territoire de progrès. Territoire de progrès, pourquoi pas. Agir... Pas encore fait ça. Hein. Oui, vous voyez, pourquoi pas. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne va pas forcer les gens à s'asseoir à la table s'ils n'en ont pas envie. Ça reste une règle, hein. On ne force pas les gens à négocier. Donc, le dernier point, et là-dessus je tiens... Et ça sera le dernier point. C'est que pour nous, MoDem, en tout cas, ce mandat qui a été donné n'est pas un accord pour la fusion, et en tout cas, on insiste sur le fait que notre identité MoDem, on se bat depuis 2007 pour exister, on a failli mourir en 2012, on est encore là, on aimerait bien continuer à vivre. Pour l'histoire, en soutenant François Hollande. Comme quoi, quand on a la force des convictions, on n'est pas toujours remboursé. Ça sera le mot de la fin sur ce sujet. Nous passons au sujet suivant, concernant les visas réduits de 50% pour les pays du Maghreb. Alors, est-ce une bonne décision politique et stratégique? La vidéo. C'est une décision radicale assumée par le gouvernement. La France va diviser par 2 le nombre de visas délivrés aux ressortissants algériens et marocains et de 30% pour les Tunisiens. C'est une décision drastique, c'est une décision inédite, mais c'est une décision qui est nécessaire, qui est rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et que nous ne pouvons pas garder en France. Car pour expulser des ressortissants en situation illégale en France, un laissez-passer consulaire doit être délivré par le pays d'origine. Ainsi, pour les Algériens, sur les 7731 obligations de quitter le territoire français prononcées au premier semestre cette année, Alger n'a délivré que 31 laissez-passer consulaires et seules 22 expulsions ont été effectives. Même constat pour le Maroc et la Tunisie qui ont délivré au compte-gouttes des laissez-passer consulaires. Un manque de coopération selon le porte-parole du gouvernement qui évoque une mesure de rétorsion. Il y a eu le Premier ministre qui s'est rendu sur place dans les pays concernés, les membres du gouvernement aussi, Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place. Il y a eu des réunions avec les ambassadeurs des pays concernés. À un moment, quand les choses ne bougent pas, oui, nous faisons appliquer les règles. Pour Gabriel Attal, rien à voir avec la campagne électorale. Cette annonce intervient pourtant à 6 mois de l'élection présidentielle, au moment où la question de l'immigration est au cœur de nombreux débats. Alors Olivier Antor, on punit les étudiants qui ont besoin de venir en France pour étudier, les malades qui ont besoin de passer de l'autre côté de la Méditerranée pour une opération lourde. Alors là, vous m'attaquez un peu au niveau du personnel, puisque je suis concerné par les deux sujets. Mais bon, beaucoup plus sérieusement, l'idée c'est que, je vais peut-être citer Bossuet, qui disait que Dieu se rit des prières dont les tourments, dont nos désirs sont la cause. Enfin, c'est... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des gouvernements, je laisse de côté le gouvernement tunisien, où là, franchement, on peut discuter de cette réduction. Mais je parle surtout du gouvernement algérien, qui, face à une grosse contestation, a trouvé un truc super pratique face à une population qui les embête, c'est de les pousser à l'exil. Le problème de l'emprisonnement, c'est que ça coûte cher, donc qu'est-ce qu'on fait? Toute la partie de la population qui est agitée, on l'évacue, hein, hop, et comme ça, on est bien tranquille. Et surtout, on fait tout pour que les gens ne reviennent pas. Ça, il y a un moment, il faut peut-être aussi remettre les choses où elles sont, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette mesure-là a du poids et met de la pression sur ces gouvernements?
c'est que concrètement, ils n'ont aujourd'hui fait aucune action claire et définitive pour essayer de faire progresser leur population et gérer leurs propres problèmes. Si aujourd'hui, des Algériens ont besoin de venir en France pour se faire soigner, alors que normalement, lorsqu'on regarde nominativement le nombre d'hôpitaux disponibles en Algérie, il y a largement de quoi soigner la population. Or, on sait très bien que comment est-ce qu'on fait pour être en responsabilité sur ce type d'hôpitaux en Algérie. Ce discours-là, si je ne l'ai pas entendu 10 fois, j'ai entendu 1000 fois. Pour le Maroc, c'est un peu différent, mais globalement, on retrouve quand même un gouvernement qui a tendance à essayer d'évacuer un problème sur une partie de sa population qui le gêne, en la poussant à l'exil. Oh, moi, je trouve que c'est très limite comme Ouais, réponse. c'est Hein. clair. Donc, bon, je vais être soft, hein, mais voilà, c'est pas désexcité. Et puis, se débarrasser d'un type de population, bref, chacun en pense ce qu'il veut. Mais non, moi, je suis pas d'accord avec ce type de définition. On parle de visa régulier. Hein, Oui, évidemment. oui, mais même en termes de visa irrégulier, et en même temps, moi, je vais aller plus loin. Il faut aller vers les racines de tout ça. C'est que ces gens-là, beaucoup de gens ont envie de venir. Donc, s'ils ont envie de venir, moi, je suis pas en train de dire que la France va accueillir toute la misère du monde. Ce n'est pas possible. On a déjà des difficultés, nous, chez nous. En France, parce que je suis française avec des origines marocaines. Je suis française et c'est important de le dire. Et j'en suis très fière. Mais c'est un faux débat. Tant que il y aura des gens, je travaille avec un think tank et récemment on a fait un webinaire justement sur la migration au Maroc, en Afrique et en Europe. Donc on a parlé de ces sujets avec des experts. Et tant qu'il y a cette volonté de ces migrants de vouloir justement migrer en Afrique, il faut dire aussi que les migrants migrent en Afrique, hein, et puis ensuite ils migrent ailleurs, mais partir de chez eux pour aller voir ailleurs, tant qu'il n'y a pas de liberté de circulation, et que, parce que dans le meilleur des cas, et si on était dans l'utopie la plus belle, qu'il y ait une liberté de circulation, les gens partent et reviennent. Qui part de chez lui et veut partir de chez lui? Moi, je pense à mes parents, je pense à beaucoup de gens qui sont partis de chez eux parce qu'il y avait des problèmes économiques, politiques et autres. Ils sont partis. Mais on peut pas gérer sous juste cet angle-là. Maintenant, effectivement, là, je suis d'accord. Il faut régler ce problème et si le pays n'accepte pas, le pays d'origine n'accepte pas le retour, là effectivement il faut trouver une solution et si c'est pas une solution, il faut trouver un angle d'attaque. Et là la France a trouvé son angle d'attaque. Est-ce que ça va porter ses fruits? Je n'en suis pas forcément sûre parce que on parle de visa. Mais ensuite, les gens qui vont vouloir venir vont trouver le moyen de venir, comme d'habitude. Il faut avec le niveau de risque aujourd'hui, quand on voit le nombre de morts qu'il peut y avoir sur Mais qui crée ça? C'est les politiques d'État qui créent ça. L'Europe est complice de ces morts en Méditerranée parce qu'il n'y a pas de politique de sécurité et de voie globale, parce qu'on veut instrumentaliser politiquement les politiques de migration, parce que c'est les ministères de l'Intérieur qui s'occupent des chiffres de l'immigration. L'immigration ou les migrations, c'est pas des questions de sécurité, c'est des questions de vie et de construction du monde. Je porte pas M. Darmanin dans mon cœur, mais je pense pas qu'il ait envie de tuer des gens, voyez-vous. Mais je dis pas qu'il l'a tué, je dis qu'ils sont complices. Les politiques de migration actuellement en Europe sont complices de ce qui se passe dans la Méditerranée, les morts dans la Méditerranée. Osons ouvrir des voies légales et sécurisées de migration pour ne pas permettre à ces gens de prendre des risques considérables et d'être aux mains des passeurs. Et là, la politique... mais il y a des politiques... C'est ça qui se passe. C'est qu'on est en train quand même de drainer ces pays en empêchant les... Moi, je trouve scandaleux la leçon de morale que vous faites sur la politique en Algérie pour parler de ce sujet-là. Le sujet ce qu'a annoncé, bah oui, vous avez fait une petite leçon de morale de la gestion de l'Algérie, des hôpitaux algériens et de vie en Algérie. C'est factuel et ça vient en plus de témoignages algériens. La politique qui a été annoncée par M. Attal est un coup de menton pour faire preuve d'autorité, alors que l'État français n'a pas beaucoup d'autorité actuellement dans le monde. Non, mais moi, ça, c'est pour rassurer un électorat. Et pour, encore une fois, surfer sur les politiques d'extrême droite et permettre des débats frontaux entre droite et extrême droite. Donc ça, c'est purement scandaleux et c'est de la communication. Pour moi, on n'a pas le droit de jouer avec la vie des gens. Et le droit et la liberté de circulation, c'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des droits universels humains. Elles sont rompues en France. Alors, vous dites qu'on n'a pas le droit de jouer avec la vie des hommes. Justement, je rebondis sur votre propos. Le fait de déstabiliser un pays
de l'autre côté de la Méditerranée et ensuite se plaindre des migrations qui justement arrivent massivement sur l'Europe. Oui, mais moi je compte sur l'Algérie, le Maroc et la Tunisie pour repenser leurs accords économiques. Pour trouver une solution. Chacun sait La balle est dans que leur ça camp. fait partie stratégiquement des pays. Ils vont trouver aussi des solutions et des réponses à ce type de comportement. Moi, je suis ni pour ni contre. Je suis juste en train de dire que le problème des migrants, c'est un problème mondial. Il faut trouver des solutions dans les pays en question. Et ça fait plus de 30 ans qu'on essaye de trouver des solutions. Et on n'y arrive pas. Il faut sécuriser ces personnes qui arrivent fragilisées. Le Maroc récemment, et j'en ai entendu parler parce que j'ai travaillé sur un webinaire concernant la migration Maroc, Afrique et Europe. Le Maroc, par exemple, lorsqu'un migrant arrive, lui octroie des papiers, lui octroie une couverture sociale, l'entrée dans les écoles pour ses enfants. S'ils restent sur le territoire, il faut que eux trouvent un moyen justement pour rester sur le territoire. D'ailleurs, je ne vais pas non plus très loin. On va aller dans un cas aussi très concret. Dubaï. Dubaï, on peut aller travailler à Dubaï avec un visa. Plus de visa. Et beaucoup d'Européens demandent des visas justement. Bien sûr. Il faut trouver un emploi. Mais pas de visa, pas de travail, direction aéroport. Voilà. Voilà. Et avec cette idée que le pays en face ne refuse pas de reprendre, ce qui est aujourd'hui le cas. Non, mais il existe une politique du droit au retour. La France ne l'applique pas. Et pourtant, donc, elle préfère, encore une fois, l'instrumentalisation avec une OQTF qui est judiciaire et sécuritaire. Les politiques de retour... de quitter le territoire français. Voilà. Et les politiques de retour, il y a un budget au sein de l'Union européenne, il n'est jamais utilisé. Parce que pour danser, il faut être deux. Mais non, les politiques de retour, non, c'est pas une question de pays. Et c'est là où je dis que c'est une manière de se débarrasser d'une partie de la population. Non, mais monsieur, vous savez très bien quand même que l'Europe passe des traités commerciaux avec des enjeux. On passe un traité commercial avec vous si vous gardez votre population. C'est digne, ça. Le Maroc avec l'Espagne on sous-traite les questions migratoires, on sous-traite même la sécurisation des frontières. Et après, on va donner des leçons de vie à des pays autres du Maghreb ou quoi que ce soit. Non, mais je veux dire, on n'a pas de leçons à donner parce que d'abord, c'est de l'ingérence dans les politiques des autres pays, mais on doit quand même respecter les droits des peuples. Moi, je vais plus loin que vous parce que je pense que les questions migratoires et les migrants, ça ne se régule pas parce que ça a formé le monde. Enfin, il y a des continents, les États-Unis, ils n'existeraient pas si l'immigration n'avait pas existé. Donc, mais non, c'est pas différent. Ça s'appelle le droit à la circulation. Et si on sécurise par une politique de visa ouverte, et il y aura des allées, il y aura des retours. Il y a des étudiants qui viendront là, il y a d'autres. Enfin, en France, nous, quand on part travailler ailleurs, on est travailleurs expatriés et on n'est pas migrants. Déjà. On est expatrié, mais arrêtez dans le vocabulaire. Dans le vocabulaire, on est expat. Donc déjà dans le vocabulaire. Mais non, c'est pareil. Le migrant, c'est celui qui va vivre dans un autre pays. Donc exactement. C'est un statut juridique, c'est juste. Mais non, c'est pas vrai. L'expatrié est en fait, pour le coup, je suis désolé. C'est pas vrai. Bah si, c'est juridique, ça fait partie du code du travail. Pour le coup, je pensais que vous le connaîtriez mieux. Mais est-ce qu'on peut avancer sur autre chose? Moi, j'ai envie de dire, et c'est là où moi j'ai une fenêtre de tir, c'est que très bien, il n'y aura plus de visa pour la France. Mais ces personnes, il y en aura moins, pardon, mais ces personnes-là, ces étudiants, si c'est des étudiants, on va dire que c'est des étudiants ou c'est des personnes qui vont aller ailleurs, vont aller dans d'autres pays. Donc, vont aller aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, qu'importe, Canada. Très bien. Mais moi, j'avais parlé avec un ancien ministre africain qui Canada, d'ailleurs, qui accepte les cerveaux. Qui me disait, Nadia, nous, on a un problème avec nos étudiants africains lorsqu'ils viennent en France. C'est extrêmement difficile. Ils sont mal vus. C'est avoir un compte en banque, avoir un logement, avoir de bonnes conditions. Il dit maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on les envoie au Canada, aux États-Unis. Tant pis pour la France. Et tant pis pour la francophonie. C'est pour ça que je dis qu'on va élever le débat. Ça va être tant pis pour la francophonie. Tant pis aussi pour les alliances avec les grandes entreprises. Parce que les futurs médecins iront au Canada. Et pas en France. Un étudiant qui a étudié dans une grande école américaine, qui va travailler pour une société américaine, ou anglaise, ou irlandaise, qu'importe. Il sera dans un environnement international où il aura eu accès à la diversité dans ces pays qui mettent l'accent sur la diversité au niveau universitaire.
va-t-il aller en France travailler? Ou elle va rencontrer un Néerlandais et aller aux Pays-Bas, en l'occurrence. Mais va-t-il mettre en avant la francophonie et les entreprises françaises? J'en doute. Donc, moi, je pense aussi que, commercialement parlant, ça va plus la France nous tire jouer contre son camp, pour le coup. Et la se francophonie, renfermer. c'est moins beau que la francophonie avant. C'était magnifique. C'était juste extraordinaire. Et moi, je suis pour la francophonie. Et quand je vais partout dans le monde, je parle français. Pourtant, je parle plusieurs langues. Mais j'aime la France et j'aime le français. Aujourd'hui, on me dit, c'est beau, très bien, mais... on a moins d'étudiants, on a moins de personnes qui viennent passer des séjours en France et apprendre le français. Olivier Antor, justement, vous faisiez le parallèle entre les personnes qui venaient avec un visa régulier et les autres qui traversaient la Méditerranée de façon clandestine ou alors qui ne voulaient pas repartir, parce que beaucoup aussi viennent avec un visa régulier et ne repartent pas. Mais vous ne pensez pas que plutôt que de donner du poisson, il faudrait peut-être apprendre aux Africains à pêcher? Là pour le coup, si je m'amusais à faire ce genre de choses, je pense légitimement être taxé de donneur de leçons. J'ai pas à apprendre aux Algériens comment se gérer. J'ai pas à apprendre aux Marocains comment gérer. J'ai encore moins à apprendre aux Tunisiens qui sont libérés par eux-mêmes de la dictature comment gérer. J'ai absolument pas à faire ça. Moi, les étudiants qui viennent dans mes cours, d'origine algérienne ou d'origine marocaine, j'ai pas à leur apprendre ce qu'ils ont à faire de leur vie. S'ils veulent rester en France, pour ma part, j'ai aucun problème avec ça. Parce que je sais que les 3/4 sont des gens qui ont été formés, effectivement, alors beaucoup de Marocains pour le coup, formés dans des écoles d'ingénieurs, et qui, lorsqu'ils arrivent dans mes cours, sont des gens qui sont juste en train de... Parce qu'un bac plus 5 au Maroc ou en Algérie nécessite d'avoir un bac plus 5 en France. Voilà, ils repassent une année supplémentaire avec moi, ils doivent me supporter pendant 1 an, et puis après, ils ont un bac plus 5 français, ils sont payés comme des Français. Clairement, c'est ça qui joue. La réduction de ces visas, pour moi, ça veut dire moins d'étudiants, concrètement. C'est pour ça que je vous disais que ça me concernait personnellement, outre les liens que je peux avoir par ailleurs avec le Maroc. Mais peu importe. Ce que je dis, moi, juste, c'est que finalement, ce qui fait que ça met la pression sur ces gouvernements, et je parle bien des gouvernements, c'est que ça les force à changer leur manière de faire. Aujourd'hui, des Marocains qui vont travailler aux États-Unis, il y en a déjà beaucoup. C'est, je crois, le 6e pays j'allais dire d'exportation, excusez-moi, en tout cas d'immigration pour les Marocains. Donc c'est déjà le cas, et très sincèrement, il n'y a pas besoin de réduire les visas pour que, naturellement, quelqu'un qui a fait une école cotée au Maroc préfère aller faire ses études quelque part en Géorgie. Non, mais là, si la porte de la France est fermée de façon plus ou moins définitive, mais c'était déjà le cas. Là, tout simplement il va plus parce poser que de questions. Lorsque vous preniez le top des étudiants marocains, ils allaient plus naturellement aux États-Unis pour la paye. Il faut dire que l'augmentation des masters, des entrées au master n'ont pas facilité aussi l'arrivée des étudiants étrangers. C'est aussi, ça a été une première étape dans le fait où la France se rétrécit quand même. Je l'ai pas senti pour le coup. Ça va vous étonner, mais de toute façon, regardez quand je compare les statistiques, je veux dire, parce que du coup, moi, je sais pas dans quelle fac vous travaillez, Paris mais 5. voilà, mais regardez les statistiques nationaux, il y en a moins. Moi, je viens des universités du Sud, je veux dire, il y en a quand même moins, et pourtant, dans l'université de Marseille, c'était une de ces spécialités. Okay. Merci. Ce sujet est clos en espérant que cette situation se dénoue et que les personnes puissent circuler librement comme elles le faisaient par le passé. Et je pense que l'avis est unanime autour de cette table. Moi, je tenais à vous remercier d'avoir suivi notre émission et vous dis à la semaine prochaine.